Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce chapitre, je vais donc aborder une autre famille de récepteurs qui sont des récepteurs intracellulaires qu'on appelle également récepteurs nucléaires. Donc ces récepteurs ont été identifiés tout d'abord au niveau du noyau et on a ensuite pu montrer qu'ils étaient également présents au niveau du cytosol et que donc ils faisaient la navette entre le cytoplasme et le noyau. Ces récepteurs concernent donc des molécules qui sont des molécules lipophiles, contrairement aux molécules qui lient aux récepteurs transmembranaires, et ces molécules lipophiles vont donc pouvoir traverser la membrane plasmique par diffusion et lier des protéines, donc des récepteurs intracellulaires. Ces récepteurs intracellulaires ou nucléaires, comme nous le verrons, appartiennent à la famille des facteurs de transcription, puisqu'ils vont ensuite aller se lier à des séquences spécifiques des promoteurs de différents gènes. Les récepteurs nucléaires ou intracellulaires sont donc les récepteurs des molécules lipophiles. Les molécules lipophiles sont donc des molécules qui sont solubles dans une phase lipidique. En effet, pour pouvoir accéder aux récepteurs, il faut que ces molécules puissent diffuser au travers de la membrane plasmique, puisque les récepteurs ne sont pas exprimés au niveau de cette membrane. Ils ne sont donc pas accessibles aux molécules hydrosolubles, c'est-à-dire celles qui se lient classiquement aux récepteurs membranaires et transmembranaires. Ces molécules lipophiles sont pour la plupart des hormones, mais dans certains cas également des vitamines ou des lipides, et on les a donc classées en différentes familles. La première famille est celle des hormones stéroïdes ou stéroïdiennes. Ces hormones ont pour particularité d'être toutes synthétisées à partir du cholestérol dont je vous ai parlé dans le cours précédent et dont vous voyez donc qui constitue un substrat absolument essentiel à la survie de l'organisme. Cette famille des hormones stéroïdes comprend d'une part les hormones gonadiques qui sont donc synthétisées essentiellement au niveau des gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules, mais également pour certaines d'entre elles par le cortex surrénalien. Nous avons d'une part les œstrogènes, dont le plus actif est le 17-bêta-œstradiol, qu'on retrouve chez la femme mais également chez l'homme, et comme autres oestrogènes, nous avons également l'œstrone et l'œstriol. Les androgènes, qui sont synthétisés par les surrénales et les testicules, et donc le prototype, le plus puissant, est la testostérone et son dérivé, la dihydrotestostérone, mais également l'androstenedione, la DHEA et toute une série d'autres molécules. Enfin, au niveau des progestatifs, qui sont là une fois de plus synthétisés au niveau soit du corps jaune, soit des surrénales, on retrouve comme seul composé chez l'homme et la femme la progestérone. Les corticostéroïdes sont eux des hormones stéroïdiennes qui sont produites par le cortex surrénalien. Il en existe deux sortes. D'une part, les glucocorticoïdes, représentés chez l'homme par le cortisol qui a de très nombreuses fonctions, mais parmi celles-ci, le métabolisme glucidique. Enfin, les minéralocorticoïdes, dont le principal chez l'homme est l'aldostérone. Ces hormones régulent l'homéostasie hydroélectrolytique, c'est-à-dire les concentrations de sodium, de potassium et, de façon indirecte, la réabsorption ou l'excrétion d'eau et donc la régulation du volume plasmatique. Nous avons différentes autres familles qui comprennent moins de membres. Parmi celles-ci, les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont la thyroxine, qu'on appelle encore la T4, et la tri-2-thyronine, qui est en fait un métabolite de la thyroxine. Ces hormones sont composées de deux acides aminés, donc dérivés de la tyrosine, mais ces acides aminés sont liposolubles à cause de leur groupe aromatique et lient donc des récepteurs nucléaires. Nous avons ensuite la famille des rétinoïdes. Les rétinoïdes comprennent deux membres, d'une part l'acide 9,6-rétinoïque
et d'autre part l'acide tout-trans rétinoïque. Ce sont donc des isomères et cette forte identité chimique ne les empêche pas, malgré tout, de se lier de façon spécifique à deux types de récepteurs différents, ayant d'ailleurs des actions biologiques tout à fait différentes, comme nous le verrons par la suite. Nous avons ensuite la vitamine D qui peut être également considérée comme une hormone puisqu'elle est synthétisée par l'organisme, mais qu'on peut également trouver dans des apports alimentaires qui soient d'origine végétale ou animale. Ainsi, les plantes contiennent de la vitamine D2, alors que tout ce qui est animal contient de la vitamine D3. Les différences entre la vitamine D2 et D3 sont purement chimiques et n'entraînent aucune différence sur leur affinité pour le récepteur ni sur leur activité biologique. Le seul métabolite actif de la vitamine D est la 1,25-dihydroxyvitamine D3, encore appelée calcitriol, qui est le seul qui va donc déclencher la cascade d'activation du récepteur de la vitamine. Nous avons ensuite la famille des échosanoïdes, dont je vous ai déjà parlé, puisque les échosanoïdes comprennent les prostaglandines, les leucotriènes et les thromboxanes. Je vous ai expliqué précédemment que la plupart des échosanoïdes se lient à des récepteurs couplés aux protéines G, néanmoins certains d'entre eux, et parmi ceux-ci surtout la 15-déoxy delta 12-14 PGJ2, que j'appellerai par la suite tout simplement prostaglandine J2, se lient spécifiquement à des récepteurs intracellulaires ou nucléaires. Nous avons enfin les acides gras insaturés, avec les oméga 2, oméga 3, oméga 6 et oméga 9, dont vous avez certainement entendu parler. Eh bien, ces acides gras insaturés se lient également à des récepteurs cellulaires ou nucléaires spécifiques. En résumé, donc je vous rappelle que toutes ces hormones sont lipophiles et qu'elles diffusent au travers de la membrane plasmique. La diffusion est bien entendu un mécanisme non énergie dépendant et qui n'implique donc aucun transporteur. On notera que certaines de ces hormones peuvent être synthétisées par la cellule cible, par exemple la prostaglandine J2 ou les acides rétinoïques, et on parlera dans ce cas donc d'action autocrine ou intracrine. Ces diapositives vous montrent la structure de ces différentes hormones avec en haut les hormones stéroïdes. J'ai également inclus des photos de cristaux de ces différentes hormones en lumière polarisée qui sont assez esthétiques. Vous voyez donc en haut à gauche l'œstradiol, donc l'œstrogène ayant la plus forte affinité pour le récepteur aux œstrogènes, ensuite la testostérone, la progestérone, le cortisol et l'aldostérone. Vous remarquerez que les différences de structure entre ces différentes molécules sont extrêmement minimes, puisque vous remarquez que la seule différence entre l'œstradiol et la testostérone réside entre un groupe hydroxyle ou cétonique en position 3 et un noyau aromatique ou un noyau ayant perdu 2 doubles liaisons pour la testostérone. Ces faibles différences au niveau chimique vont néanmoins avoir des conséquences très importantes au niveau de la sélectivité de ces hormones pour leurs récepteurs, puisque l'affinité de l'œstradiol pour le récepteur aux androgènes et de la testostérone pour le récepteur aux œstrogènes est extrêmement faible, c'est-à-dire environ 10 000 fois inférieure à celle qu'elles ont pour le récepteur naturel. Il en est de même pour la progestérone, le cortisol et l'aldostérone. Sur la deuxième ligne, vous voyez à votre gauche une hormone dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, et pour cause, il s'agit de l'ecdysone, c'est en effet une molécule qui est présente chez les insectes. Si elle est montrée sur ce schéma, c'est tout simplement parce que c'est le premier ligand de récepteur intracellulaire qui ait été identifié. Vous voyez néanmoins que cette hormone possède un fort degré d'homologie avec les hormones stéroïdes, puisqu'elle est, elle, également dérivée du cholestérol. À droite de l'ecdysone, vous voyez la 1,25-dihydroxyvitamine D3, qui comporte effectivement 3 groupes hydroxyles, un en position 1,
un en position 3 et un en position 25. Celui en position 3 s'observe chez la vitamine D inactive qu'on trouve dans l'alimentation. Les deux autres sont ajoutés successivement par hydroxylation au niveau du foie et ensuite du rein. Ces deux organes sont donc nécessaires à la synthèse du métabolite actif de la vitamine D. Cette vitamine D est-elle également synthétisée à partir du cholestérol, et vous voyez qu'on retrouve effectivement un premier cycle à 6 atomes de carbone, un deuxième cycle qui a été brisé au niveau duquel on retrouve encore 2 doubles liaisons, ensuite le troisième cycle à 6 atomes de carbone suivi d'un cycle à 5 atomes de carbone, cette structure étant donc particulière à toutes les hormones dérivées du cholestérol. À la droite de la vitamine D, vous retrouvez la T3, la triiodothyronine. Vous remarquerez les deux noyaux aromatiques dérivés des tyrosines et vous noterez 3 atomes d'iode au niveau de ces noyaux aromatiques, caractéristiques de la triiodothyronine. La thyroxine, quant à elle, comportera un atome d'iode supplémentaire au niveau du premier noyau aromatique. La thyroïde produit essentiellement de la thyroxine et cette thyroxine sera transformée, sera désiodinée au niveau des organes et des tissus cibles par une enzyme qui la transformera en triiodothyronine. La triiodothyronine a une affinité environ 100 fois supérieure à celle de la thyroxine pour le récepteur des hormones thyroïdiennes. Sur la ligne du bas, vous voyez les acides rétinoïques, à gauche le tout-trans rétinoïque, c'est-à-dire que les chaînes latérales se trouvent en position trans, et à sa droite l'acide 9,6 rétinoïque, où vous voyez donc une des chaînes latérales se trouve en position 6. Donc comme je vous l'ai dit, ces deux acides rétinoïques, ces deux stéréoisomères, vont se lier à des récepteurs entièrement différents qui déclenchent des réponses biologiques différentes. Enfin, à droite, vous voyez la 15-déoxy delta 12-14 prostaglandine J2. Qu'en est-il de la structure de ces récepteurs intracellulaires? Vous voyez ici une représentation sous forme de bâtonnet de ces récepteurs, représentation tout à fait caractéristique des facteurs de transcription, avec pour chacun de ces récepteurs un domaine en vert qui représente le domaine de liaison du ligand ou de l'hormone, en orange le domaine de fixation à l'ADN et ensuite des régions variables. Comme indiqué dans le bas de la diapositive, vous voyez que les domaines de fixation à l'ADN sont bien conservés puisque entre l'ensemble des récepteurs intracellulaires ou nucléaires, vous voyez que le degré d'homologie est de 42 à 94%. On retrouve également un certain degré d'homologie au niveau du domaine de liaison du ligand, qui va de 15 à 57%. Par contre, vous voyez que les autres régions sont absolument pas conservées. Dans ces régions variables sont en fait les domaines de liaison des coactivateurs et des corépresseurs dont nous verrons qu'ils jouent un rôle absolument essentiel dans la liaison des récepteurs à l'ADN et donc l'expression ou la répression des gènes. Tous les récepteurs intracellulaires ou nucléaires comprennent deux structures absolument essentielles pour leur liaison d'une part à l'ADN et d'autre part pour la formation de dimères. En effet, comme la plupart des facteurs de transcription, les récepteurs intracellulaires forment des dimères et la formation de ces dimères est nécessaire à leur liaison à l'ADN. Les doigts de zinc sont des structures où un atome de zinc est complexé soit à 4 cystéines, ce qui est le cas des récepteurs intracellulaires, de tous les récepteurs intracellulaires, soit complexé par 2 cystéines et 2 histidines, comme pour un certain nombre de facteurs de transcription. Vous voyez en bas à gauche de la diapositive le modèle dans l'espace donc tridimensionnel de ces doigts de zinc, avec les cystéines représentées en blanc et les atomes de zinc en jaune.
À droite, vous voyez la séquence de ces doigts de zinc avec les acides aminés qui sont conservés, donc au premier titre les cystéines, mais vous voyez par ailleurs un certain nombre d'acides aminés qu'on retrouve au niveau des doigts de zinc de tous ces récepteurs, et les cercles indiquent quant à eux des acides aminés variables, donc qu'on ne retrouve pas au niveau des différents types de récepteurs. Comme je vous l'ai dit, ces doigts de zinc sont impliqués d'une part dans la liaison à l'ADN et d'autre part dans la dimérisation des récepteurs. Ces doigts de zinc se trouvent donc dans des régions qu'on va appeler D-box pour les séquences qui sont impliquées dans la dimérisation et P-box pour les séquences qui sont impliquées dans la liaison à l'ADN. C'est ce qui vous est donc représenté au niveau de ce schéma et, comme indiqué sur une des diapositives précédentes, ces deux doigts de zinc se situent tous les deux dans le domaine de liaison de l'ADN. Donc ce domaine de liaison de l'ADN est impliqué non seulement dans la liaison à l'acide nucléique, mais également dans la dimérisation des récepteurs. La liaison des dimères de récepteurs va se faire au niveau de séquences spécifiques de l'ADN, exprimées donc au niveau des promoteurs de certains gènes, et ces séquences s'appellent les éléments de réponse hormonaux, en anglais HRE, Hormone Responsive Element. Chaque récepteur ne se fixera donc qu'à ces séquences de réponse ou à ces éléments de réponse bien spécifiques. Vous voyez ici donc un modèle tridimensionnel de ces P-box et D-box, comprenant donc les doigts de zinc, avec d'une part donc les D-box dans le centre et le haut de la diapositive, avec donc les deux atomes de zinc représentés en blanc, et au centre de la diapositive à gauche et à droite, vous voyez donc les deux doigts de zinc de la P-box, avec chacun leur atome de zinc une fois de plus en gris-blanc, et vous voyez donc les interactions entre le dimère de récepteurs et les acides nucléiques, donc l'ADN. Tout comme pour les récepteurs couplés aux protéines G, il existe différentes familles de récepteurs intracellulaires. On verra donc que la classification des hormones correspond aux familles de récepteurs. Nous avons ainsi une famille de récepteurs aux hormones stéroïdiennes. Ce qui caractérise ces récepteurs, c'est qu'ils forment des homodimères. Ainsi, les récepteurs aux glucocorticoïdes, qui reconnaissent spécifiquement le cortisol, vont former des dimères qui vont, par la suite, reconnaître les séquences, donc les éléments de réponse spécifiques au niveau de l'ADN. Il en est de même pour les récepteurs aux minéralocorticoïdes, à la progestérone, aux androgènes, ainsi qu'aux œstrogènes. Les autres récepteurs, quant à eux, vont former des hétérodimères pour la plupart. Autre particularité, c'est que ces hétérodimères impliquent toujours un récepteur RXR. Le récepteur RXR est le récepteur de l'acide 9,6 rétinoïque que nous avons vu précédemment. Donc, les récepteurs aux hormones thyroïdiennes, à la vitamine D, aux éicosanoïdes, à l'ecdysone, ainsi que les récepteurs de l'acide tout trans rétinoïque vont toujours et tous former un hétérodimère avec le récepteur RXR. Pour que ce dimère se forme, il faudra bien entendu que RXR soit occupé par son ligand, donc par l'acide 9,6 rétinoïque. On voit donc que ce récepteur RXR et l'acide 9,6 rétinoïque jouent un rôle absolument capital et indispensable au fonctionnement de la cellule. Le récepteur RXR peut néanmoins former également des homodimères et donc exercer des actions propres à l'acide 9,6 rétinoïque. On vous montre sur ce schéma également un certain nombre de récepteurs orphelins. Les récepteurs orphelins sont des récepteurs qui ont été clonés par homologie, donc à partir de séquences obtenues d'autres récepteurs cellulaires et dont on n'a pas encore identifié les ligands, ou
Donc les ligands bien qu'identifiés n'ont pas de fonction connue. On vous donne quelques exemples. Le récepteur coupe, HNF4. Il faut se dire que récemment, la fonction d'un certain nombre de ces récepteurs ainsi que leurs ligands ont été identifiés. Ces récepteurs orphelins forment généralement des homodimères. On vous montre enfin une dernière famille de récepteurs orphelins, dont quelques membres ont été décrits, et qui semblent quant à eux, et de façon exceptionnelle, ne pas former de dimères, mais se lier à l'ADN sous forme monomérique. Qu'en est-il des mécanismes de signalisation de ces récepteurs? Nous allons commencer par l'exemple du récepteur des glucocorticoïdes, qui est un cas relativement simple. Nous voyons donc que les glucocorticoïdes, représentés ici en orange, c'est-à-dire donc chez l'homme, ce sera le cortisol, diffuse au travers de la membrane plasmique. Nous voyons qu'au niveau intracellulaire, dans le cytoplasme, les récepteurs des glucocorticoïdes sont complexés à un complexe protéique comprenant des protéines HSP. Les protéines HSP sont des protéines dites de choc thermique, heat shock proteins, parce qu'elles ont été identifiées chez des animaux soumis à un stress thermique. Ces protéines jouent vraisemblablement un rôle de chaperone, c'est-à-dire qu'elles maintiennent le récepteur dans le cytoplasme et le protègent de la dégradation. Lorsque la molécule de cortisol va se lier au récepteur des glucocorticoïdes, le complexe HSP va se dissocier. Par la suite, le récepteur sera phosphorylé et va être transloqué vers le noyau. Au niveau du noyau, le récepteur va se dimériser avec un autre récepteur au glucocorticoïde et ce complexe de dimères de récepteurs avec le cortisol va pouvoir se lier au promoteur de gènes exprimant des éléments de réponse au glucocorticoïde, donc des GRE, et induire la transcription de ces gènes. Un autre mode d'action de ces récepteurs est la formation de complexes, donc de dimères, avec d'autres facteurs de transcription. On a ainsi décrit la formation de dimères des récepteurs des glucocorticoïdes avec les facteurs de transcription FOS et JUN, avec d'une part la possibilité de formation de dimères JUN récepteurs des glucocorticoïdes ou de trimères récepteurs des glucocorticoïdes avec FOS et JUN. Dans les deux cas, ces dimères ou trimères pourront se lier à des sites de réponse de l'ADN, mais n'induiront pas de transcription. Donc, la formation de complexes entre les facteurs de transcription et les récepteurs des glucocorticoïdes vont bloquer l'effet sur l'expression génique de la part d'un certain nombre de facteurs de transcription. Ceci est particulièrement important puisque parmi les fonctions de FOS et JUN, on a l'expression de certains gènes impliqués dans l'inflammation, tel le gène de l'interleukine 2. Les glucocorticoïdes, qui sont connus comme étant des anti-inflammatoires puissants, vont agir sur la synthèse d'interleukine 2 en séquestrant FOS et JUN par l'intermédiaire de la formation de ces dimères et trimères. En effet, une fois liés à FOS et JUN, ils vont empêcher la transcription du gène de l'interleukine 2 par ces facteurs de transcription. C'est donc de cette façon que les glucocorticoïdes exercent leurs anti-inflammatoires au niveau de l'interleukine 2. On peut donc résumer ces mécanismes de signalisation en deux types. Le premier type, qui est le type le plus fréquent, qui consiste en la dimérisation des récepteurs, la formation d'homodimères, par exemple de deux récepteurs au glucocorticoïdes, la liaison de ces dimères aux éléments de réponse hormonaux au niveau du promoteur des gènes cibles, suivi de l'activation des facteurs de transcription, de stabilisation du complexe de préinitiation, suivi du réarrangement de la structure de la chromatine
avec enfin activation de la transcription. On notera qu'à côté des éléments de réponse classiques, il existe également des éléments de réponse négatifs. Ces éléments de réponse négatifs vont également lier des complexes hormones-récepteurs, mais dans ce cas, la liaison de ces complexes hormones-récepteurs inhibera la transcription des gènes dont le promoteur contient ces éléments de réponse négatifs. Donc, liaison de dimères hormones-récepteurs n'égale pas nécessairement activation de la transcription des gènes cibles. Le deuxième type de mécanisme de signalisation est donc la formation de complexes hormones-récepteurs monomériques avec des facteurs de transcription, comme nous l'avons vu par exemple avec Foss et June, mais encore de nombreux autres. La formation de ces hétérodimères ou hétérotrimères va provoquer l'inhibition de la liaison de ces facteurs de transcription à leurs éléments de réponse au niveau de l'ADN, soit leur activité transcriptionnelle. Comme je vous l'ai dit, un exemple de ces effets est l'effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes en empêchant l'expression de l'interleukine 2. On sait depuis quelques années que les mécanismes d'activation des récepteurs cellulaires est en fait beaucoup plus compliqué que ce que je viens de vous montrer. En effet, les récepteurs vont former des complexes multiprotéiques avec des coactivateurs ou des corépresseurs. Ces complexes protéiques vont dépendre de la présence et de l'occupation du récepteur par des agonistes ou par des antagonistes. Ainsi, pour le récepteur aux œstrogènes, lorsque la cellule est exposée à de l'œstradiol ou à n'importe quel autre agoniste, le récepteur va subir un changement de conformation qui va favoriser ou augmenter son affinité pour des coactivateurs. Ces coactivateurs, indiqués ici à droite de la diapositive et qui comprennent de très nombreuses protéines, vont se complexer ou se lier au récepteur et lui permettre par la suite de se lier à l'ADN et d'induire la transcription des gènes exprimant un élément de réponse hormonale au niveau de leur promoteur. Par contre, si les cellules sont exposées à un antagoniste, tel par exemple le tamoxifène, le récepteur va à ce moment-là rester lié à des complexes corépresseurs. Ces complexes corépresseurs vont empêcher le récepteur de se lier à l'ADN et donc vont l'empêcher d'induire l'expression des gènes contenant l'élément de réponse au niveau de leur promoteur. On notera qu'en l'absence de tout stimulus, agoniste ou antagoniste, le récepteur se trouve généralement complexé pour sa majeure partie à des corépresseurs qui l'empêchent donc d'aller se lier à l'ADN. Les mécanismes d'activation de la transcription vous ont sans doute déjà été détaillés dans d'autres cours, mais je vous en fais ici un bref rappel. Nous voyons ici, à l'aide de l'exemple du récepteur des éicosanoïdes qu'on appelle PPAR, qui forme donc un hétérodimère avec le récepteur de l'acide 9,6-rétinoïque, le récepteur RXR. Ces récepteurs se trouvent donc dans un premier temps au sein d'un complexe comprenant des corépresseurs, suite à la liaison d'un agoniste ou de ligand naturel de PPAR, on va avoir dissociation du complexe corépresseur et liaison du complexe récepteur avec des coactivateurs au niveau donc des éléments de réponse de l'ADN. Suite à cette liaison, on va avoir relargage d'histone H1, acétylation de l'ADN et donc par la suite activation de la transcription avec donc recrutement du complexe de l'ARN polymérase 2. Ceci est donc un mécanisme d'activation classique de la transcription
des gènes par les facteurs de transcription. L'étude des protéines impliquées dans les complexes coactivateurs et corépresseurs ont permis le développement de nouvelles drogues qui peuvent avoir des activités agonistes ou antagonistes en fonction des tissus ou des types cellulaires au niveau desquels sont exprimés les récepteurs. Ainsi, par exemple, on sait que les récepteurs des œstrogènes sont exprimés à la fois au niveau de la glande mammaire, de l'utérus, mais également au niveau de l'os. On sait qu'au niveau de l'os, les œstrogènes jouent un rôle extrêmement important au niveau de la formation de l'os et que lorsqu'on a une diminution des taux d'œstrogènes, comme après la ménopause, on a une dégradation augmentée et une formation diminuée de l'os, ce qui entraîne une ostéoporose. Le traitement classique de prévention de l'ostéoporose chez la femme est donc l'administration d'un traitement hormonal substitutif lors de la ménopause, ce traitement hormonal étant constitué d'œstrogènes et de progestérone. Vous savez sans doute que ces traitements sont contre-indiqués chez un certain nombre de femmes, et particulièrement chez celles ayant présenté des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein ou de l'utérus. On sait en effet que les œstrogènes ont un effet prolifératif au niveau de la glande mammaire ainsi que de l'endomètre qui est donc la muqueuse de l'utérus. Afin d'éviter ce genre de problème, certaines firmes pharmaceutiques ont donc développé des molécules qui agissent comme agonistes au niveau de l'os et comme antagonistes au niveau de l'utérus et de la glande mammaire. Ces molécules sont un exemple de ce qu'on appelle les SRM ou Selective Receptor Modulators, et il s'agit donc de molécules qui vont se lier aux récepteurs et qui vont permettre le recrutement de coactivateurs ou de corépresseurs. Néanmoins, contrairement aux agonistes et aux antagonistes classiques, ces SRM vont favoriser le recrutement de certains coactivateurs ou corépresseurs qui ne sont exprimés que dans certains types cellulaires. Ainsi, on ne trouvera pas les mêmes coactivateurs ou corépresseurs des récepteurs aux œstrogènes dans l'os que dans l'endomètre ou la glande mammaire. Ainsi, certains SRM, dont le prototype est le raloxifène, vont favoriser le recrutement de coactivateurs au niveau de l'os et vont donc agir comme des agonistes au niveau de l'os, alors qu'ils vont recruter des corépresseurs au niveau de la glande mammaire et de l'endomètre. Il s'agit donc de molécules qui vont induire un état intermédiaire du récepteur, c'est-à-dire une conformation qui permet à la fois la liaison de coactivateurs et de corépresseurs. Cette conformation va donc, selon le type cellulaire, favoriser soit la liaison de coactivateurs, soit celle de corécepteurs. D'autres drogues de ce type, il ne s'agit donc pas de substances naturelles, mais de drogues synthétiques, sont en cours de développement pour d'autres types de récepteurs intracellulaires et sont donc promises à un bel avenir thérapeutique. Je vais maintenant aborder donc les récepteurs de la famille PIPAR, dont nous avons vu donc que c'était des récepteurs aux eicosanoïdes, mais également un certain nombre d'acides gras. Pourquoi ces récepteurs? Eh bien tout simplement parce que, comme nous allons le voir, ils sont impliqués dans la régulation d'une part de la réponse inflammatoire et d'autre part de la sensibilité à l'insuline, donc du métabolisme glucidique ainsi que dans le métabolisme lipidique. Vous imaginez donc qu'il joue un rôle absolument prépondérant au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires, de l'obésité. On connaît donc au niveau de ces récepteurs, comme je vous l'ai dit, différents agonistes, différents ligands, d'une part les eicosanoïdes, d'autre part les acides gras, et ensuite des molécules synthétiques, parmi lesquelles
les fibrates, les glitazones et les triazolidines diones. Ces récepteurs PIPAR, comme vous le voyez, peuvent d'une part inhiber un certain nombre de voies activées par des facteurs de transcription. On retrouve FOS et JUN, dont je vous ai expliqué précédemment qu'ils étaient impliqués dans des réactions inflammatoires, mais vous voyez qu'on a également des facteurs de transcription impliqués dans l'activation de la voie de NF-κB, dont je vous ai déjà parlé précédemment, qui est également impliquée dans la réponse inflammatoire, ainsi que d'un certain nombre d'autres facteurs. Sur la droite, vous voyez que PIPAR peut former des hétérodimères avec RXR et que ceci va donc activer un certain nombre de gènes impliqués dans le métabolisme lipidique et glucidique. Il existe plusieurs sous-types de récepteurs PIPAR, en fait 3 grands sous-types: les PIPAR alpha, les PIPAR bêta ou delta, il s'agit en fait des mêmes récepteurs, et les PIPAR gamma, au niveau desquels on distingue un sous-type gamma 1 et un sous-type gamma 2. Comme nous le verrons, ces différents sous-types de récepteurs PIPAR sont impliqués dans des réponses biologiques différentes. En effet, PIPAR alpha est un récepteur des acides gras polyinsaturés et de leurs dérivés oxydés. C'est également un récepteur de molécules synthétiques qu'on appelle les fibrates et qui sont des hypocholestérolémiants beaucoup utilisés dans le traitement des hyperlipémies et la prévention de ce fait des maladies cardiovasculaires associées. PIPAR bêta ou delta est également un récepteur d'acides gras polyinsaturés et également des prostaglandines et en particulier de la prostaglandine J2. On notera à ce sujet qu'il n'est pas certain que les prostaglandines soient les ligands naturels de ces récepteurs puisque leur affinité est relativement faible par rapport aux concentrations intracellulaires de ces molécules. Enfin, PIPAR gamma, qui sont des récepteurs de dérivés des acides gras, qui sont donc les acides hydroxy-octadécadiénoïques, encore appelés HEDE, des prostaglandines, la prostaglandine J2 en particulier, et des glitazones ou thiazolidines diones, qui sont des molécules insulino-sensibilisantes, qui sont donc utilisées dans le traitement du diabète de type 2. On notera donc là une fois de plus que la prostaglandine J2 n'est peut-être pas le ligand naturel du PIPAR gamma, puisque, tout comme pour PIPAR bêta et delta, son affinité est relativement faible par rapport à sa concentration intracellulaire. Quelles sont les actions spécifiques de ces différents PIPAR ? Eh bien, PIPAR alpha est exprimé essentiellement au niveau du foie. Au niveau du foie, il va avoir essentiellement 3 actions. D'une part, il va stimuler l'oxydation, donc l'utilisation des acides gras, et diminuer la synthèse des VLDL. Et vous vous rappellerez que les VLDL, qui sont des lipoprotéines de très faible densité, sont particulièrement nocives et athérogènes. Il va également stimuler la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides, et il va par ailleurs stimuler la synthèse des HDL, les lipoprotéines de haute densité, qui sont responsables du transport inverse du cholestérol. Le transport inverse du cholestérol est le transport du cholestérol vers les voies biliaires qui permettent son excrétion sous la forme d'acide biliaire. La résultante de ces différentes voies de signalisation ou de ces différentes actions biologiques sont donc au niveau de l'organisme une diminution des concentrations de triglycérides, ce qui est bien entendu bénéfique, une diminution des petites LDL denses, ce qui est également bénéfique, et une augmentation du HDL. Il va donc diminuer les taux de mauvais cholestérol et augmenter les proportions de bon cholestérol.
De ce fait, la stimulation des PPAR alpha par les fibrates est bien entendu extrêmement bénéfique dans les dyslipidémies. Les PPAR bêta et delta sont beaucoup moins connus. On sait néanmoins qu'ils sont exprimés essentiellement au niveau des muscles squelettiques, des adipocytes, mais également des macrophages. Au niveau de ces cellules, ils vont stimuler l'oxydation des acides gras et également le transport inverse du cholestérol par l'intermédiaire de la synthèse d'HDL. L'effet de leur stimulation au niveau de l'organisme va provoquer une baisse de la masse corporelle, une augmentation de la sensibilité à l'insuline et une augmentation de la proportion de HDL. Il s'agit là, bien évidemment, également d'effets bénéfiques. Enfin, les PPAR gamma sont exprimés essentiellement au niveau des adipocytes ainsi qu'au niveau du muscle squelettique. On en trouvera, comme on le verra par la suite, également dans les macrophages et dans d'autres types cellulaires. Au niveau des adipocytes, la stimulation de PPAR gamma va provoquer l'inhibition de la synthèse et de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires et augmenter la synthèse et la sécrétion d'adiponectine. Ils vont également stimuler le métabolisme des acides gras libres. Au niveau musculaire, les PPAR gamma vont essentiellement agir au niveau des récepteurs et des voies de signalisation de l'insuline en augmentant la sensibilité du muscle à l'action de l'insuline. L'effet combiné des PPAR gamma au niveau des adipocytes, des macrophages et du muscle squelettique va donc mener à une augmentation de l'insuline avec une amélioration de l'homéostasie glucidique ainsi qu'une amélioration de la fonction vasculaire. Cette diapositive résume donc les principales fonctions des différents sous-types des récepteurs PPAR. Donc nous allons les reprendre dans l'ordre dans lequel ils figurent sur la diapositive, c'est-à-dire de gauche à droite. Nous commencerons donc par le récepteur PPAR gamma, dont vous vous rappelez qu'il agit essentiellement au niveau des adipocytes et du muscle squelettique, mais comme nous le verrons ici, il agit également au niveau de la paroi vasculaire. Ses principaux effets au niveau du tissu adipeux sont de stimuler la captation des acides gras libres qui circulent, d'inhiber leur sécrétion dans la circulation à partir des adipocytes et de sensibiliser les adipocytes à l'action de l'insuline. Un autre effet extrêmement important de PPAR gamma au niveau des adipocytes est d'inhiber leur sécrétion de facteurs pro-inflammatoires, donc qui sont essentiellement des cytokines, comme nous l'avons vu précédemment. Un des effets de l'inhibition de ce relargage d'acides gras libres et de cytokines pro-inflammatoires est un effet protecteur au niveau de la paroi vasculaire, puisque les cytokines pro-inflammatoires contribuent à l'activation des macrophages qui vont donc capter les LDL oxydés et infiltrer la paroi. Au niveau du muscle squelettique, PPAR gamma a également un effet au niveau de la captation des acides gras et surtout un effet au niveau du métabolisme, puisqu'en fait il va stimuler l'oxydation, donc la combustion de ces acides gras libres qui vont être utilisés donc pour générer de l'énergie. Les effets bénéfiques de PPAR gamma au niveau de la paroi vasculaire sont donc essentiellement dus à l'inhibition de la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par les adipocytes, donc qui auront pour conséquence de diminuer l'activation des macrophages. On va également avoir un effet d'inhibition de la formation de cellules spumeuses, puisque on aura moins de LDL oxydés qui circuleront, et on aura également inhibition de la prolifération des cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire, tout ça également suite à une inhibition de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui peuvent stimuler la
prolifération d'un certain nombre de cellules, en particulier des cellules musculaires lisses de la paroi vasculaire. Comme nous l'avons vu précédemment, PPAR alpha agit essentiellement au niveau du foie. Au niveau de cet organe, PPAR alpha va stimuler également la captation des acides gras libres, leur métabolisme donc par l'intermédiaire de leur oxydation qui va donc fournir de l'énergie, et ils vont également stimuler la synthèse des apoprotéines A. Autre effet de PPAR alpha sur le foie, c'est de diminuer leur sécrétion donc par le foie de triglycérides et d'augmenter par contre la formation des HDL, donc des lipoprotéines de forte densité, qui sont donc les moins nocives. Conséquence directe de la baisse des triglycérides et de l'augmentation des HDL, c'est bien sûr un effet bénéfique au niveau de l'athérosclérose, c'est-à-dire une diminution de la formation des plaques d'athérome et du remodelage de la paroi vasculaire. Enfin, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes, PPAR alpha exerce également des effets protecteurs donc au niveau de la paroi vasculaire. Nous terminerons donc par PPAR delta, qui est d'ailleurs la même isoforme que l'isoforme bêta, simplement porte deux noms différents pour le même récepteur. Donc nous avons vu précédemment que PPAR bêta ou delta agit essentiellement au niveau du muscle squelettique, au niveau duquel il va essentiellement stimuler l'oxydation des acides gras. Donc cette oxydation va permettre la dégradation de ceux-ci et va donc fournir de l'énergie. Autre action au niveau du muscle squelettique, c'est une action insulineuse sensibilisante, c'est-à-dire qu'il va améliorer la transmission du signal des récepteurs de l'insuline vers les voies de signalisation cellulaire. En résumé, on peut donc dire que les récepteurs PPAR ont un effet insulino-sensibilisant, c'est-à-dire qu'ils vont améliorer l'action de l'insuline tant au niveau de l'utilisation des lipides que des glucides, et d'autre part, qui vont également avoir une action anti-inflammatoire extrêmement importante au niveau de la protection des vaisseaux. La diapositive suivante vous explique l'action des agonistes PPAR gamma chez le sujet obèse. Sur la gauche du schéma, vous voyez la situation chez l'individu obèse en ce qui concerne le métabolisme lipidique, glucidique, ainsi que des cytokines inflammatoires. On vous indique que chez le sujet obèse, on a une diminution de la sensibilité à l'insuline. Ceci va donc se traduire par une altération du métabolisme glucidique, avec donc une diminution de la captation du glucose par les tissus cibles, à savoir essentiellement le muscle et le foie. Et ceci va donc se traduire à terme par une hyperglycémie et un diabète de type 2. Vous voyez également qu'au niveau du foie, on a une augmentation de la synthèse des acides gras à chaîne longue et que le même phénomène s'observe au niveau du muscle squelettique. Au niveau des adipocytes, vous voyez que ceux-ci vont également augmenter la synthèse d'acides gras libres, qui est indiqué donc par FFA, et ceux-ci vont se retrouver au niveau du plasma ou du sérum et vont être captés par le foie et le muscle. Ça va donc créer au niveau du foie une stéatose et au niveau de muscle, cette accumulation d'acides gras et de graisse va entraîner une diminution de la sensibilité à l'insuline. Ce qu'on remarque par ailleurs au niveau des adipocytes est une augmentation de la synthèse et de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. On note ainsi une augmentation de la sécrétion d'interleukine 6 et de TNF-alpha. On voit également que les adipocytes vont synthétiser de la leptine et de la résistine, ces deux hormones étant impliquées dans les régulations de la sensibilité
à l'insuline. Par contre, l'adiponectine, dont l'activité insulinosensibilisante est bien connue, est freinée aussi bien au niveau de sa synthèse que au niveau de sa sécrétion. Enfin, nous voyons également que les adipocytes vont stimuler la synthèse et la sécrétion d'une protéine qu'on appelle PAI-1, et PAI-1 est en fait un inhibiteur de l'activateur du plasminogène, le plasminogène étant le précurseur de la plasmine, qui est donc une enzyme fibrinolytique, c'est-à-dire qu'elle va dissoudre la fibrine et donc les caillots. Une augmentation de l'expression de l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène va donc entraîner une inhibition de la formation de plasmine et donc diminuer la fibrinolyse, ce qui risque donc d'entraîner des complications au niveau des mécanismes de coagulation. Si l'on traite ces sujets avec des agonistes de PPAR gamma, eh bien vous remarquerez que ceux-ci vont avoir un effet très important au niveau de ces différents tissus, mais en particulier au niveau du tissu adipeux. En effet, vous remarquez que les ligands de PPAR gamma vont entraîner une baisse de la synthèse et de la sécrétion de PAI-1, donc ils vont restaurer la fonction et la formation de la plasmine et donc de la fibrinolyse. Ils vont diminuer la synthèse et la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires interleukine 6 et TNF-alpha, diminuer la synthèse de leptine, celle de résistine et augmenter celle de l'adiponectine, ce qui se traduira donc par une augmentation de la sensibilité à l'insuline. Par ailleurs, on verra que les adipocytes vont capter une partie des acides gras libres circulants, ce qui va diminuer les taux sériques et donc diminuer leur captation par le foie et par le muscle. Par ailleurs, au niveau du foie, les PPAR gamma ainsi que l'adiponectine vont diminuer la synthèse des acides gras et vont augmenter l'oxydation de ceux-ci, avec donc une diminution de l'accumulation de graisse au niveau du foie et une restauration de sa fonction normale. Il en va de même au niveau de muscles où on constatera une diminution de la synthèse, une fois de plus, des acides gras à chaîne longue. Globalement, ceci va donc entraîner une amélioration du métabolisme lipidique et du métabolisme glucidique par augmentation de la sensibilité à l'insuline. Les agonistes de PPAR gamma sont donc particulièrement utiles et beaucoup utilisés dans le traitement du diabète de type 2, le diabète de type 2 étant donc caractérisé par une résistance à l'insuline, une dyslipidémie et donc une obésité. Enfin, je voudrais terminer sur un dernier récepteur qui joue également un rôle important au niveau du remodelage de la paroi vasculaire dans le cadre du diabète et des dyslipidémies, qui est le récepteur LXR. Le récepteur LXR est donc un de ces fameux récepteurs orphelins, exprimés et découverts essentiellement au niveau du foie, mais qu'on retrouve donc également au niveau de la paroi vasculaire et des macrophages, et dont on a récemment identifié les ligands naturels. Les ligands naturels sont les oxystérols, donc ce sont des lipides oxydés, et ce récepteur forme des hétérodimères avec le récepteur RXR dont je vous ai parlé précédemment. Le récepteur LXR va donc avoir des effets favorables au niveau de l'homéostasie glucidique, en agissant favorablement sur la sensibilité à l'insuline. Il va améliorer l'homéostasie ou le métabolisme lipidique, avoir des effets anti-apoptotiques et diminuer l'expression de facteurs pro-apoptotiques. Nous avons vu précédemment que les macrophages pouvaient capter les LDL oxydés, dont je vous rappelle les lipoprotéines oxydées, dont on sait qu'elles sont toxiques pour l'organisme. Vous vous rappelez que ces LDL oxydés sont captés par des récepteurs scavengers ou poubelles appelés SRA, dont il existe plusieurs isoformes,
Et nous voyons sur cette diapositive qui peuvent être également captés et internalisés par l'intermédiaire d'un autre récepteur qu'on appelle CD36. Une fois captés et entrés au niveau de la cellule, les LDL oxydés vont se décomposer d'une part en protéines et d'autre part en lipides, et les lipides oxydés vont se lier à pipare gamma. Pipare gamma va être activé par ces lipides oxydés et va induire l'expression d'un autre récepteur, le récepteur LXR, dont nous avons parlé précédemment. Ce récepteur LXR va agir au niveau d'un transporteur, qu'on appelle le transporteur ABCA1, qui va transporter les lipides oxydés de la cellule vers l'espace extracellulaire. Nous voyons donc que, dans ce cas, les macrophages qui auront capté ces LDL oxydés et qui se seront donc transformés en cellules spumeuses vont pouvoir réexporter en quelque sorte ou resécréter des lipides oxydés. Ceci est particulièrement important d'un point de vue physiopathologique puisqu'en fait les lipides oxydés sont toxiques puisqu'ils vont stimuler, ils vont avoir des effets pro-inflammatoires et qu'ils vont stimuler la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires et de ce fait entraîner un remaniement de la paroi vasculaire qui va déboucher sur l'athérosclérose. Des médicaments agissant sur les récepteurs pipare gamma, symbolisés ici par la pastille orange avec TZD, donc pour thiazolidine dione, vont donc activer le récepteur pipare gamma et permettre d'augmenter cette exportation des lipides oxydés. L'avantage de l'exportation des lipides oxydés consiste dans le fait que ça va diminuer la transformation des macrophages en cellules spumeuses et donc l'infiltration de la paroi vasculaire par ces macrophages. On va donc combattre un des mécanismes qui permet ou qui débouche sur l'athérosclérose. Donc nous voyons que ces agonistes de pipare gamma ont un effet bénéfique également donc au niveau de la prévention de l'athérosclérose en inhibant la transformation des macrophages en cellules spumeuses. Si l'on considère maintenant ce qui se passe au niveau de la paroi vasculaire, dans le diabète de type 2 ou l'obésité qui vont donc entraîner une athérosclérose, eh bien on se rend compte qu'on a des effets combinés de la stimulation des récepteurs pipare alpha et gamma qui entraînent indirectement une activation des récepteurs LXR. On vous indique donc sur ce schéma, dans le haut, un vaisseau présentant une plaque athéromateuse et en dessous, grossi, vous voyez donc un macrophage qui a donc infiltré la paroi et qui a accumulé des lipides. C'est donc ce qu'on appelle une cellule spumeuse. Vous voyez que on vous résume en haut les effets de la stimulation de ces différents récepteurs. Si on stimule pipare alpha, par exemple par l'intermédiaire des fibrates, on aura une augmentation des HDL et une diminution des triglycérides, donc un effet bénéfique sur le métabolisme lipidique. Si on stimule pipare gamma, on va augmenter la sensibilité à l'insuline. Si on active pipare bêta ou delta, on va augmenter là une fois de plus les HDL, diminuer les LDL, donc avoir un effet favorable au niveau du métabolisme lipidique, avec par ailleurs une diminution des triglycérides, et là encore, on va diminuer la résistance à l'insuline, donc améliorer le métabolisme glucidique. On vous montre que l'activation de LXR, comme je l'ai dit précédemment, va avoir également des effets bénéfiques au niveau du métabolisme lipidique, puisque là encore, on va observer une augmentation de la formation des HDL, une diminution des LDL, mais par ailleurs une augmentation des triglycérides, et également une diminution de l'insulinorésistance. Si on va regarder ce qui se passe au niveau cellulaire, en particulier au niveau du macrophage, qui va donc être la cellule qui a déclenché l'athérosclérose, eh bien vous voyez que le macrophage peut capter les VLDL par l'intermédiaire donc des récepteurs
spécifiques. Ces VLDL vont donc déboucher sur l'accumulation de graisse au niveau de ce macrophage qui aura infiltré la paroi vasculaire, et ils vont pouvoir à ce moment-là donc modifier la fonction du macrophage. Heureusement, ces VLDL vont par ailleurs stimuler les récepteurs PIPAR alpha et PIPAR delta. Bien entendu, au niveau physiologique, cette stimulation va être insuffisante, mais si on y ajoute des agonistes sélectifs, eh bien on pourra, comme c'est illustré ici, diminuer l'inflammation par l'intermédiaire de PIPAR delta, donc en inhibant l'expression et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, en activant PIPAR gamma par les glitazones, on pourra effectivement là également freiner la réponse inflammatoire, toujours en bloquant l'expression de ces cytokines, et on voit de façon très intéressante que PIPAR gamma peut lui également stimuler l'activité de LXR. Nous avons vu que cette activité de LXR est tout à fait bénéfique puisqu'elle va également inhiber la réponse inflammatoire et stimuler le transport inverse du cholestérol par l'intermédiaire d'une augmentation de la synthèse des HDL. Donc on voit finalement qu'au niveau cellulaire, tous ces différents types de récepteurs nucléaires interagissent entre eux et que la stimulation des récepteurs PIPAR, que ce soit alpha, bêta-delta ou gamma, a des effets favorables au niveau des différents aspects de la pathologie du diabète de type E, la pathogénèse du diabète de type 2, à savoir le métabolisme glucidique, le métabolisme lipidique et la réaction ou la réponse inflammatoire.